Bonjour à tous et bonjour à toutes. On va faire un petit tour d'horizon de l'analyse du besoin parce qu'on a vu pas mal de choses ce matin. Et pour continuer après sur cette prévention des risques, la grande question industrielle, c'est pourquoi un cobo? Faut-il s'orienter vers un cobo? Je vais essayer d'apporter des réponses là-dessus, effectivement, à travers un outil. Donc dans cette présentation, nous allons parcourir certains éléments, comme les éléments qui ont conduit à cette démarche, ce qui permet après de constituer, les critères qui permettent de constituer, les informations importantes. Vers la fin, je vais vous citer un certain nombre d'informations, si vous êtes industriel, à poser, des questions à poser à vos fournisseurs de robots, notamment robots collaboratifs. Et puis, on parlera un petit peu d'accompagnement, puisqu'il y a des accompagnements qui sont actuellement réalisés par le CETIM. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'effectivement, comme vous l'avez rappelé, le CETIM a intégré des robots ou aide à l'intégration en sécurité des robots depuis 2006 sur la partie sécurité. Ceci nous a permis, en accompagnement différents industriels, de voir les soucis apportés en termes de réponse aux besoins. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait une méconnaissance des produits réels. Qu'est-ce que ces produits peuvent apporter réellement à l'industriel? Il y avait un frein réglementaire qui a d'ailleurs été levé, notamment par des documents qui ont été précisés tout à l'heure avec le ministère du Travail. Et puis l'intégration de ces produits ne se faisant pas toujours très bien, on s'est aperçu que parfois ils n'étaient pas du tout en collaboration, terminés en KG, ou que les systèmes d'assistance étaient complètement inutilisés sur le bord des lignes, alors qu'ils répondaient au départ au cahier des charges. Donc on s'est aperçu qu'il y avait un besoin de renseigner efficacement tout industriel qui voudrait investir dans ce moyen sur les solutions qu'il est possible de mettre en place, mais d'un point de vue technico-économique et réglementaire. Pour cela, l'objectif, c'était de disposer d'un outil assez rapide permettant de faire un diagnostic et d'aider à donner quels étaient les critères importants qui permettent notamment d'aider à faire ce choix en conscience. Alors Arthur, c'est un outil qui a été mis au point au CETIM à partir de l'expérience, premièrement, qu'avait le CETIM d'accompagnement au travers notamment du programme RSPME qui a permis d'accompagner 250 PME primo-accédantes dans la robotique, donc tout type de robot. Et puis, on a joint ça à notre expertise réglementaire et normative, donc cette connaissance depuis 2006 des produits qui continuent à arriver sur leur marché, en aidant à fédérer à la fois ce qu'il est possible de faire en termes sécuritaires et puis ce qu'il est possible de faire d'un point de vue tout court avec ces nouveaux moyens. Alors Arthur, c'est d'abord une démarche avec un outil derrière, mais la vraie question est toujours la même. Est-ce qu'une démarche d'intégration de robotique collaborative est vraiment différente d'une démarche de robotique standard ? La réponse est non, en réalité. C'est la même démarche au départ, c'est la même démarche, c'est les mêmes questions à se poser, c'est juste les pistes de solutions qui vont être différentes et donc il y aura un besoin de renseigner sur ces pistes de solutions. Nous avons d'abord construit Arthur en deux phases. La première, c'est vraiment celle de savoir, est-ce vraiment un cobo qui doit correspondre aux besoins qui a été formulé par l'entreprise? Et donc, c'est ce que je vais vous présenter. Sachez qu'il y a un deuxième niveau, une phase 2 Arthur, puisque Arthur est l'acronyme de analyse de répartition des tâches entre un humain et un robot, en réalité. Mais avant de savoir répartir des tâches, encore fallait-il savoir si c'était vraiment un cobo qui correspondait. Et c'est pour ça qu'on l'a découpé en deux éléments bien distincts. Donc la deuxième phase, normalement, à partir du moment où on est certain que c'est un cobo qui correspond aux besoins, on regarde quelle est la répartition judicieuse que l'on peut faire entre finalement l'opérateur et le robot. Bien sûr, il y a besoin d'une connaissance des produits et de la réglementation, et c'est souvent là le souci qui arrête un petit peu tout industriel voulant se lancer dans un cadre comme celui-ci. Alors Arthur, je l'ai dit, c'est un outil et un déroulement. Ce diagnostic, c'est d'abord basé sur des matrices, je vous en montrerai tout à l'heure une petite partie, des matrices de choix que l'on va pouvoir présenter et qu'on va devoir remplir. Pour pouvoir les remplir, ces matrices, c'est d'abord finalement un déroulement, un cheminement dans l'entreprise avec un questionnement ciblé, un tour d'atelier qui va permettre justement de faire ressortir les objectifs, les enjeux de l'entreprise afin de correspondre au mieux et présenter le ou les pistes de solutions qui seraient le plus en correspondance. Et puis le tout, c'est un document synthétique dans lequel on va retrouver l'ensemble des éléments échangés et puis finalement les pistes de solutions qui peuvent être prises en considération. Donc, dans ces différentes étapes, il y aura d'abord
des prises d'informations qui peuvent être générales sur le contexte de l'entreprise, qui va renseigner énormément sur la saisonnabilité, la qualité, le travail en équipe. Ça veut dire tout de suite pour des roboticiens, est-ce qu'on pourra faire tourner le robot plus de 8 heures par jour? Est-ce qu'on pourra aller au-delà? L'ancienneté du personnel, est-ce qu'il y a recours à du personnel intérimaire? En gros, la qualification du personnel, est-ce qu'il y a déjà eu des robots dans l'entreprise? D'une manière large, on se renseigne déjà sur le contexte. Et puis après, on va aller vers les enjeux de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise songe finalement à la cobotique dans son projet? Quelles sont la formulation de ces enjeux? On va les formuler. Est-ce que c'est un axe qualité? Est-ce que c'est un axe coût qui est recherché? Est-ce que ce sont les conditions de travail? Est-ce que c'est un délai entre la commande et finalement l'approvisionnement de l'industriel qui est recherché? Tous ces éléments vont être mis finalement en exergue afin justement de faire émerger les enjeux prioritaires de l'entreprise. À partir de là, on va commencer à cibler une ou plusieurs applications en accord avec l'entreprise. Alors, on a deux manières de faire. Soit les applications ont déjà été identifiées, soit il nous est demandé, par exemple, de faire ce fameux tour d'atelier et de vérifier, en même temps qu'on va récupérer des informations sur ces applications, qu'il n'y aurait pas d'autres applications qui s'y prêteraient mieux ou qu'il serait intéressant de robotiser, automatiser d'une manière générale. Donc là, on va commencer à cibler un petit peu plus les applications. Qu'est-ce qui est recherché dans chacune des applications? Donc, on prend dans un premier temps les grandes données en termes de volume, de taille de lot, de type, de temps de cycle, de enjeu à chaque fois. Qu'est-ce qui est recherché? Est-ce que c'est un enjeu, toujours pareil, sur les conditions de travail? Est-ce que c'est un enjeu de réduction des coûts? Veut-on augmenter la qualité? Veut-on réduire les délais? Toujours la même manière d'appréhender le sujet, ainsi que quelques éléments déjà. Est-ce qu'il y a une équipe projet constituée? Est-ce qu'il y a déjà quelques éléments qui ont été mis en termes de budget en place, de devis à la rigueur, pour avoir déjà une idée un petit peu plus concise du besoin. Le ciblage, on va vraiment le continuer dans une application. On va en sortir une à chaque fois. On va bien l'analyser. On va regarder ce qui est fait. On va regarder aussi ce qui est fait en amont et en aval du poste qui doit être robotisé, automatisé. Ça, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre après de vérifier si on ne peut pas ajouter, greffer de la valeur ajoutée au poste robotisé en allant chercher finalement des tâches amont ou aval, qui pourraient être facilement robotisées ou faites au même poste. Donc les données qu'on va rechercher, les critères, c'est vraiment les critères de base. Après, en toute robotique, j'allais dire, le type de pièce, le type de produit, la diversité, dimension, les différentes opérations, les données de production, la maîtrise du process, ça c'est très important. Attention, le robot n'est pas là pour maîtriser le process. Il faut déjà qu'il y ait un process qui soit maîtrisé. Le robot viendra s'y greffer, mais il ne peut pas régler ce que fait très bien un homme. La bavure qui est restée du poste en aval, c'est pas le robot qui va le faire s'il n'a pas été prévu pour. Donc c'est important de voir ces éléments-là qui peuvent être des éléments vraiment prépondérants de réussite. Bien sûr, l'ergonomie, la posture, la qualité, et puis des environnements qui peuvent être particuliers. Pour réussir à faire des pistes de solutions, cet outil, on l'a essayé sur plus d'une cinquantaine d'applications et on s'est aperçu que les critères n'étaient pas suffisants en eux-mêmes, mais qu'il fallait hiérarchiser par une matrice de pondération les objectifs. Et que cette hiérarchisation passait par des critères qui mettent normalement en avant justement les cobots ou pas, j'ai envie de dire. Donc, on est passé par un certain nombre de critères que vous pouvez voir ici, comme la disponibilité du moyen pour d'autres machines. Est-ce qu'on veut un robot déplaçable? Est-ce qu'on veut un robot qui puisse alimenter une ou deux machines au courant de l'année? Pas forcément dans la même journée, mais avec un certain apport qui permette de plus facilement le rentabiliser. Est-ce qu'on veut que du dégagement opérateur? Est-ce que l'ergonomie du poste était vraiment le point clé recherché ou est-ce que c'en était un autre? Donc, tous ces éléments-là vont venir finalement être pondérés et vont nous permettre une hiérarchisation dans les solutions à partir des critères qu'on aura justement relevés. Et aussi, cette pondération, elle est bien sûr faite en fonction des enjeux de l'entreprise. Ce pourquoi on avait besoin de les récupérer aussi en amont. Alors après, on va faire finalement une proposition de solution avec différentes pistes de solutions identifiées. Alors, vous retrouvez tout en bas ce qu'on va graduer entre guillemets, donc du tout à gauche qui est de l'assistance au geste, assistant au port de charge, assistance au port d'outils, jusqu'à complètement à droite, la machine spéciale.
Entre les deux, on aura des interactions plus ou moins grandes de robots collaboratifs ou pas, puisqu'on va retrouver même une solution de robots classiques en KG. Et c'est vraiment à travers toutes ces solutions qu'on va cheminer, parce que le diagnostic ne peut être pertinent que justement s'il chemine et qu'il amène aussi à dire ici c'est plutôt un robot classique. Ici c'est finalement une assistance au geste, puisque le robot ne trouve pas sa place. Le volume n'est pas assez important, ou il y a trop de décisions à prendre de la part de l'opérateur en fonction de ce qu'il y a à faire et finalement des données qu'un robot aurait du mal à assimiler. Donc au-dessus, vous allez retrouver un petit peu les sites que vous avez dû voir à propos du guide du ministère du Travail. Donc on a un peu de tout, entre guillemets, dans différents cas de figure, avec des gros et des petits robots. La matrice de choix, c'est une matrice qu'on a établie effectivement à travers ces solutions, à travers les critères, où on a renseigné au préalable finalement les avantages et les inconvénients de chacune des solutions, et on va venir coter à l'intérieur en fonction de ce qu'on aura récupéré dans l'entreprise ces différents critères pour faire émaner finalement une solution. Donc cette solution, elle apparaîtra vraiment sous forme d'un graphique où on va privilégier telle ou telle solution par rapport à d'autres. Mais le plus important, donc sur ce graphique qui va donner une vue, on va dire, rapide de l'ensemble, c'est surtout de voir que derrière, on va pouvoir expliquer pourquoi on arrive jusqu'à ce diagnostic. Et le pourquoi est le plus important, puisque le pourquoi dépend des enjeux, des critères qu'on a récupérés aujourd'hui dans l'entreprise, mais ces critères peuvent changer, peuvent évoluer bien sûr demain. Alors même si vous avez vu qu'au départ, on essaye justement de voir un petit peu la projection, si l'entreprise demain, est-ce qu'elle envisage des nouveaux marchés, des nouveaux produits, c'est ce qui va nous permettre aussi ici de dire cette solution est à privilégier, mais attention, telle autre, demain, pourrait être aussi envisageable, donc à garder à l'esprit. Du coup, la synthèse de ce document tournera autour véritablement de ce qu'on peut retenir des solutions, de pourquoi telle ou telle solution est intéressante par rapport à une autre, et puis les points de vigilance identifiés. Alors ça, c'est très très important aussi. Je pense que ça a sans doute déjà été dit ce matin, mais la particularité de la robotique collaborative, c'est que ces robots, faciles à mettre en place et à programmer, ont la particularité d'avoir été et continuent à être intégrés directement par un industriel, on va dire un utilisateur final dans les termes réglementaires. Alors qu'un robot classique passe par un intégrateur, par la voie normale, on va dire, de construction, fabrication d'un îlot robotisé à partir d'un robot. Et la problématique qui se pose après, et pour laquelle, à travers le diagnostic Arthur, on fait beaucoup finalement d'actions de formation sur qu'est-ce qu'un cobo peut faire de ce qu'il ne peut pas faire, quelle que soit la marque, quels que soient les critères, il y a quand même des choses qui se regroupent. On attire l'attention sur les points de vigilance aussi identifiés et sur le fait qu'on ne s'improvise pas roboticien du jour au lendemain pour autant. Et donc parfois, le but ici, c'est de pouvoir pointer du doigt qu'une solution pourrait être intéressante, mais qu'il y a peut-être besoin pour l'entreprise, soit d'avoir du personnel formé, soit de se faire accompagner par des entreprises, des sous-traitants qui pourront justement au mieux les aider dans cette démarche et contribueront bien sûr à la réussite du projet qui en elle-même est forcément aussi une partie intégrante, la main-d'œuvre et la compétence des personnes est une partie intégrante du projet. Je l'ai précisé un petit peu tout à l'heure, mais la compétence dans l'entreprise autour de la robotique est un vecteur important de cette réussite de projet. Alors, si vous devez vous lancer demain, il y a beaucoup de questions qu'on retrouve, des questions qui sont à poser à votre fournisseur. Si vous êtes industriel et que vous devez ou que vous envisagez de mettre un robot collaboratif en place, la difficulté, c'est de récupérer les informations pertinentes. Je l'ai dit un petit peu et je le redis. C'est vraiment des informations pertinentes qu'il faut demander à votre fournisseur et notamment vous envoyez un certain nombre ici sur les fonctions de sécurité et leur niveau, la détection d'efforts qu'on voit souvent, est-ce que les fonctions de sécurité ou pas? Est-ce qu'il est possible de passer d'un mode à l'autre, par exemple d'un mode où on va guider le robot à un mode automatique sans redémarrage? Alors, ce n'est pas un problème en soi, c'est à chaque fois, selon votre besoin, est-ce que ça va vraiment coller à votre besoin ou pas? Quelle est la vitesse maximale réelle sur les paramètres, une fois qu'on a configuré les paramètres de sécurité, les couples envisageables d'atteindre, toujours pareil, avec ces fonctions de sécurité actives, et puis s'il y a des faisceaux extérieurs qui sont montés, est-ce qu'il n'y a pas un risque de déclenchement intempestif des sécurités? Voilà tout un ensemble d'éléments
que l'on retrouve assez couramment et qui peuvent engendrer finalement, on va dire, des problèmes ou un mécontentement pour un industriel qui aurait déjà finalement fait l'achat d'un robot et qui ne correspondrait pas à son besoin. Pour terminer, je vous ai cité au départ le programme RSPME auquel le CETIM a participé et a piloté un certain nombre d'actions, notamment il a mis en place les outils qui ont été utilisés en partie dans finalement ce diagnostic Arthur. Et donc le CETIM accompagne très régulièrement. Le programme RSPME était un programme national. La déclinaison de ce programme national en région a fait émerger un certain nombre de projets. Et donc ici, je vous présente par exemple le parcours RoboBoost 3 pour la région Nouvelle-Aquitaine. Il y en a d'autres qui démarrent ou qui sont déjà démarrés dans différentes régions de France et qui ont pour but d'accompagner les industriels dans des démarches de robotisation, d'automatisation. Pas que du robot collaboratif, mais justement dans une démarche de questionnement sur une automatisation ou une robotisation possible. Donc pour toutes ces questions, l'intérêt, c'est que le CETIM participe dans ces projets avec bien sûr des apports financiers dans cette participation pour les entreprises. Donc je vous invite à prendre contact avec ma collègue Élodie Decker, pour lequel j'ai mis son adresse mail, car elle pourra répondre et vous orienter à la rigueur vers d'autres intervenants qui pourront vous renseigner au mieux sur ces différents programmes d'accompagnement et vous permettre ainsi de réussir votre projet industriel, bien sûr. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Et je me tiens à disposition pour toutes vos questions. Eh bien oui, justement, on en a pour vous, Sylvain Acoulon. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à continuer à les poser dans l'onglet chat. Et puis moi, je me ferai un plaisir de vous les poser, Sylvain Acoulon. Et justement, on a des questions sur cet outil Arthur. Voilà, j'ai un projet, je suis industriel, je me demande si je ne devrais pas installer un robot collaboratif. Je peux faire appel à vous, au CETIM, et vous allez nécessairement venir avec Arthur pour m'aider à déterminer la solution qui me convient. Alors on va venir avec Arthur dans le sens où on va venir avec ce questionnaire sous le bras pour ne rien oublier. Le questionnaire qui est à l'intérieur d'Arthur, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Et qui permet, en plus d'avoir une checklist sous la main, d'éléments prépondérants et d'échanger. Cet échange avec l'industriel est important parce que, au-delà de ce questionnaire qui nous permet, entre guillemets, de ne rien oublier, cette interaction est importante aussi pour faire aussi émerger des idées, amener de l'information, je l'ai dit, amener énormément d'informations sur ce qu'il est possible de faire, quelles sont les restrictions d'une manière générale, sur par exemple la robotique collaborative, et de pouvoir avoir cet échange important. Alors cet échange important, on l'a à deux niveaux. On aime bien l'avoir avec, s'il y a un chef de projet dans l'entreprise qui peut nous renseigner directement d'un point de vue très technique, et quelqu'un dans l'entreprise, alors dans les PME, c'est plus facile, directement peut-être avec le responsable de l'entreprise, pour les enjeux. Que cherche-t-il demain ? Que cherche-t-il vraiment à travers ce projet ? Parce que dans les PME, il est forcément impliqué d'une certaine manière dans ces projets et lui recherche quelque chose. Donc le but, c'est d'abord de renseigner aussi l'industriel. Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Est-ce que ce que vous souhaitez faire est vraiment possible par rapport à ce que vous envisagez ou est-ce qu'il y a des freins ? Et quels sont ces freins ? Est-ce que vous êtes prêt justement à aller vers cette robotique avec ces freins ? Et donc c'est plutôt un échange, mais effectivement on va se déplacer et on va échanger pour remplir. Et en réalité, ce diagnostic va se faire en plusieurs phases, c'est-à-dire qu'il y aura une première phase, comme on l'a vu, descriptive. On va aller dans l'atelier, on va récupérer les informations, on va commencer à discuter les solutions qui nous sembleraient possibles pour déjà avoir un retour aussi. Si c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous seriez orienté ? Il y aura peut-être besoin de formation. Qu'est-ce que vous en pensez déjà pour un premier apport ? Et puis la mise en forme, on va la faire finalement, je dirais, au bureau et on va renvoyer le document de synthèse avec une réunion téléphonique pour bien être certain que les informations qu'on a récupérées sont les bonnes, mais surtout que tout est bien compris dans le diagnostic aussi pour l'industriel. On vous demande si Arthur est disponible et gratuitement. C'est vous qui le mettez en œuvre ? Alors pour l'instant, il n'y a que nous qui le mettons en œuvre. D'accord. Et c'est gratuit ? Alors, l'utilisation d'Arthur est gratuite, mais pas l'appel au CETIM. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des exemples, vous demande-t-on, des exemples de questions sur la façon dont sont pris en compte les opérateurs dans cette démarche ?
Comment est-ce que vous intégrez les opérateurs là? Parce qu'ils sont concernés. Vous venez de nous dire que c'était important de parler au PDG, mais les opérateurs eux-mêmes? Alors, ce qu'on demande, c'est généralement que si on n'a pas un lien direct avec l'opérateur, on ait un interlocuteur technique qui puisse nous donner un maximum d'informations. Alors ça, c'est le premier élément, parce qu'effectivement, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est le premier élément, c'est déjà pour qualifier. Et le tour d'atelier, c'est pour ça qu'on aime bien voir la tour d'atelier. C'est pour voir de nous-mêmes ce que fait réellement l'opérateur sur la tâche. Donc un tour d'atelier, c'est aussi un tour des personnes. On va discuter aussi avec les personnes sur place. Alors on va discuter avec les personnes, sauf que la robotique n'est pas toujours un bon sujet dans l'entreprise. Aïe. Et qu'il y a besoin... Alors, dans l'approche technique, on finalement récupère un maximum d'informations pour savoir si c'est la bonne solution. Après, on conseille l'entreprise, par contre, dans la démarche de mise en place, d'avoir une certaine démarche pour intégrer le plus tôt possible, effectivement, les opérateurs, mais plutôt dans une démarche d'acceptabilité, si ça doit être un robot demain, qui est une seconde démarche. Mais effectivement, on informe aussi les responsables d'entreprise qu'un robot, ça ne s'introduit pas toujours facilement dans l'entreprise, qui a besoin d'intégrer un maximum de personnes. Et vous avez entièrement raison, si on intègre les opérateurs le plus tôt possible dans le projet, ça se passe le mieux possible. Parce qu'ils vont un petit peu s'approprier finalement ce projet, participer et s'approprier à ce projet. Le robot collaboratif en tant que tel est bien intégré lorsque l'opérateur le considère vraiment comme son outil. C'est un outil qui est mis à sa disposition, ça n'est pas vraiment pour le remplacer. Ouais. Et là, c'est acquis lorsqu'il y a vraiment une démarche en tant que telle. Et il y a sans doute besoin aussi de formation. On a vu pas mal de fois où des opérateurs pouvaient être formés à un certain nombre de choses pour vraiment faciliter cette appropriation. Et effectivement, un projet de robotique, ça passe par cette acceptation et cette appropriation. Vous avez donc, j'ai cru comprendre que vous aviez eu pas mal de cas où finalement des industriels étaient passés en direct avec un fabricant. Ils avaient acheté le Cobo sans passer par un intégrateur. Finalement, ça, c'est une des meilleures manières de rater l'intégration d'un Cobo. La problématique, alors, la difficulté, c'est effectivement, je l'ai dit, on ne s'invente pas roboticien quand même du jour au lendemain. Il y a des tâches simples qui peuvent être robotisées simplement. Ces outils-là ont été faits pour qu'un certain nombre de choses soient simplifiées, c'est exact, et on ne peut pas revenir là-dessus, mais tout n'est pas forcément simple. Et si tout n'est pas robotisé aujourd'hui, c'est parce que justement, ça n'est pas simple à robotiser. Parce qu'il y a quand même pas mal de tâches encore très dures qui sont encore faites par des opérateurs, et je pense que si on pouvait le robotiser, il y aura encore pas mal de choses à faire. Donc, effectivement, l'erreur, c'est de penser que parce que c'est simple, tout devient simple. Et là, c'est faux. Là, il reste quand même pas mal de choses. Et il vaut mieux se faire conseiller. Alors, ça ne les empêche pas de s'orienter sur un intégrateur. Alors, parfois, les fournisseurs les orientent aussi vers des intégrateurs. Ça arrive aussi quand même, il faut le dire. Mais il faut quand même avoir quelqu'un qui puisse conseiller, un œil extérieur. Vous savez, quand RSPME a été mis en place, il a été mis en place à un moment donné... c'est l'ancêtre d'Arthur. Voilà, c'est l'ancêtre d'Arthur et qui ne visait que la robotique tout court. Ça a été mis en place parce qu'il y avait eu un constat que finalement, les PME, parfois, n'étaient pas contentes de ce qui avait été livré, mais d'un autre côté, la PME n'avait pas donné les bonnes informations à l'intégrateur, donc on ne pouvait pas lui en vouloir. Donc il y avait besoin de démêler un peu tout ça pour dire, voilà, on va tout démêler et on va se montrer en acteur neutre, en prenant d'un côté les éléments, en les présentant de l'autre et en vérifiant si cette adéquation entre la proposition qui va être faite de l'intégrateur et ce qui est demandé colle vraiment. Mais il y a quand même besoin d'un acteur de métier. C'est-à-dire que dans cette démarche-là, il y a quand même besoin d'aller voir un acteur de métier, parce que derrière le robot, il n'y a pas que de la manipulation. Et même rien que la manipulation, les roboticiens savent bien que le sujet du dévraquage est un sujet sensible. Aller prendre une pièce en vrac, l'humain, l'opérateur sait très bien le faire. Le robot, c'est pas encore si facile quand elles sont entremêlées, notamment les unes entre les autres. Oui. Voilà. Donc, c'est des vrais sujets encore. Une petite question sur, est-ce qu'il y a dans cette analyse de risque que vous réalisez, est-ce qu'il y a des angles morts, c'est-à-dire des points que très souvent on oublie, des points particuliers, ou est-ce que notre regard est attiré vers certains domaines et moins vers d'autres Alors dans le cadre de la robotique, ce qu'il faut voir, c'est surtout, si on prend les robots collaboratifs, c'est un outil qui se veut flexible, mais voilà, la flexibilité a ses limites.
Et notamment, le déploiement des robots collaboratifs en tant que tel, si on le voit, on trouve plus sa place à l'heure actuelle dans, par exemple, d'un robot déplaçable, d'un robot capable de faire différentes tâches à différents moments, et pour lequel le retour sur investissement apparaît beaucoup plus facile à réaliser. Le problème, c'est que pour lui faire différentes tâches, il faut que cette adéquation soit faite à chaque endroit où il devra aller. Alors, je passe sur l'analyse de risque qui doit être faite d'un point de vue sécuritaire, obligatoirement sur ces différents emplacements, mais s'il y a une interaction avec une ou plusieurs machines, tout doit être prévu à l'avance. Et ça, c'est pas toujours évident, c'est pas si simple qu'on le croit. Si on veut accoupler un nouveau robot avec une ancienne machine dont on n'a même plus les plans électriques, pour raccorder, ça devient plus compliqué, on va dire. Donc, attention, la flexibilité, certes, est un avantage, mais elle a ses limites. Elle a ses limites et il faut surtout regarder aux entournures, entre guillemets, par rapport aux besoins, si c'est toujours compatible. Excellent. Merci beaucoup, monsieur Acoulon.